La femme d'E.E. Ménage qui sauva un millionnaire Marseille. 6h47 du matin, le cri déchirant résonna dans tout l'immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Marseille, faisant trembler les vitres anciennes et réveillant brutalement tous les voisins. Ce n'était pas un cri de douleur ordinaire, mais quelque chose de plus profond, plus désespéré, le genre de hurlement qui glace le sang et fait comprendre instantanément que quelqu'un se trouve entre la vie et la mort. Marie-Claire Dubois lâcha son seau d'eau savonneuse qui se renversa sur le marbre froid du hall d'entrée, créant une flaque qui reflétait la lumière blafarde du petit matin. Ses mains calleuses, marquées par 43 années de labeur, tremblèrent violemment tandis qu'elle regardait vers l'escalier de service menant aux Pentouzes. Ce cri, elle le reconnaissait. C'était celui de M. Henri Beaumont, l'homme qui l'humiliait quotidiennement depuis cette longues années. L'odeur âcre de l'eau de Javel mélangée à celle des croissants frais de la boulangerie d'en face créait un contraste saisissant avec l'atmosphère soudain lugubre. Les rayons dorés du soleil méditerranéen, qui commençaient tout juste à percer à travers les rideaux de soie, semblaient maintenant menaçants, comme s'ils éclairaient une scène de crime. Marie-Claire n'était qu'une simple femme de ménage aux yeux de tous. Une invisibilité ambulante dans sa blouse bleue délavée, ses cheveux gris tirés en chignon strict, portant le poids de 2 emplois et l'éducation de ses 3 petits-enfants depuis que sa fille était partie chercher une vie meilleure à Paris. Les locataires de cet immeuble de luxe la regardaient à peine, certains détournaient même le regard quand elle passait la serpillière dans les couloirs. Mais ce matin-là, quelque chose en elle vibrait différemment. Une sensation étrange, presque électrique, parcourait son échine. C'était comme si une voix silencieuse lui murmurait qu'elle devait agir, qu'elle était la seule personne au monde capable de faire la différence à cet instant précis. Cette même sensation qu'elle avait ressentie enfant, quand sa grand-mère lui disait que Dieu utilisait toujours les plus petits pour accomplir les plus grandes choses. Le silence qui suivit le cri était pire que le cri lui-même. Un silence lourd, oppressant, qui semblait aspirer tout l'oxygène de l'immeuble. Les autres résidents commençaient à sortir de leurs appartements, chuchotant nerveusement dans le couloir, mais aucun n'osait monter au dernier étage. Henri Beaumont était connu pour sa fortune colossale autant que pour son caractère impossible. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant de Cannes à Saint-Tropez, il avait la réputation de détruire la carrière de quiconque osait le contrarier. Marie-Claire connaissait mieux que personne la cruauté de cet homme. Espèce d'incapable, lui avait-il craché au visage la veille, parce qu'elle avait osé déplacer un vase de cristal de baccarat pour le nettoyer correctement. Tu ne sers à rien. Absolument à rien. Si je ne te payais pas au noir, tu crèverais dans la rue comme le déchet humain que tu es. Ces mots avaient résonné dans sa tête toute la nuit, mélangés aux pleurs étouffés de sa petite fille Léa qui avait encore fait un cauchemar. Pourtant, malgré toute cette méchanceté, malgré les humiliations quotidiennes, quelque chose au plus profond d'elle-même lui disait qu'elle devait monter ses escaliers. Ses genoux arthritiques protestaient déjà, mais ses pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, comme guidés par une force invisible. L'escalier en colimaçon grimpait vers le Penthouse dans un silence de cathédrale. Chaque marche craquait sous son poids, créant une mélodie sinistre qui accompagnait les battements affolés de son cœur. L'air se raréfiait à mesure qu'elle montait, chargé d'une tension palpable. Les murs lambrissés semblaient se refermer sur elle, ornés de tableaux de maîtres qui la regardaient avec leurs yeux fixes et accusateurs. Au 3e étage, elle croisa Madame Rousseau, la propriétaire du 3B, qui descendait précipitamment en robe de chambre rose. « Marie-Claire, n'y allez pas, chuchota-t-elle avec urgence. Monsieur Beaumont est peut-être devenu fou. Il faut appeler la police. » Mais Marie-Claire continua sa montée, sourde aux avertissements. Quelque chose de plus fort qu'elle la poussait vers le sommet de cet immeuble. L'odeur changea progressivement à mesure qu'elle approchait du Penthouse. L'arôme habituel du parfum hors de prix et du cuir italien était remplacé par quelque chose de plus inquiétant, une odeur métallique, âcre, mélangée à celle de la peur. Une peur si intense qu'elle semblait suinter à travers les murs eux-mêmes. Arrivée devant la porte en acajou massif du Penthouse, Marie-Claire hésita pour la première fois. Sa main droite, marquée par les gerçures et les coupures d'une vie de labeur, resta suspendue à quelques centimètres de la poignée dorée. Derrière cette porte se trouvait l'homme qui l'avait brisée 1000 fois avec ses mots, qui l'avait fait pleurer en silence dans les toilettes de service plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Mais il y avait autre chose. Une présence. Elle la sentait, chaude et rassurante, comme un bras invisible posé sur ses épaules. C'était la même sensation qu'elle avait ressentie le jour où elle avait trouvé du travail après 6 mois de chômage, ou quand le médecin lui avait annoncé que son petit-fils Jules était guéri de sa leucémie. Cette certitude inexplicable que Dieu était là, qu'il avait un plan, même dans les moments les plus sombres. Un nouveau gémissement filtrait maintenant à travers la porte, plus faible cette fois, comme un animal blessé qui rend son dernier souffle. Marie-Claire tourna la poignée et poussa doucement la lourde porte qui s'ouvrit dans un grincement lugubre. L'appartement, habituellement impeccable, était plongé dans une semi-obscurité troublante. Les rideaux de velours bordeaux étaient tirés,
ne laissant filtrer que de minces filets de lumière dorée qui dessinaient des rayures fantomatiques sur le parquet de chêne massif. L'air était épais, difficile à respirer, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur les bras de Marie-Claire. Elle avança lentement dans le salon, ses semelles en caoutchouc couinant discrètement sur le sol. Tous les meubles de luxe étaient à leur place, le canapé en cuir italien à 15 000 €, la table basse en cristal de Bohême, les œuvres d'art valant probablement plus que ce qu'elle gagnerait en divie. Mais quelque chose clochait. L'harmonie habituelle de cet espace était brisée, comme si une tornade invisible était passée par là. « Monsieur Beaumont » appela-t-elle d'une voix tremblante, à peine audible. Sa voix résonna étrangement dans l'appartement, se répercutant contre les murs comme un écho dans une caverne. Pas de réponse, seulement ce silence oppressant ponctué par le tic-tac obsédant de l'horloge suisse posée sur la cheminée en marbre de Carrare. Elle se dirigea vers la chambre principale, guidée par une intuition qui dépassait sa compréhension. Chaque pas semblait résonner comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant échapper une lumière blanchâtre et artificielle qui contrastait violemment avec l'obscurité du salon. En poussant délicatement la porte, Marie-Claire découvrit une scène qui la figea sur place. Henri Beaumont, cet homme de 68 ans qui dominait habituellement chaque pièce par sa seule présence, était recroquevillé par terre près de son lit king size, en position fétale. Son pyjama de soie bleu marine était trempé de sueur, ses cheveux argentés habituellement parfaitement coiffés étaient collés à son crâne. Mais le plus troublant, c'était son visage, déformé par une terreur absolue, les yeux exorbités fixant un point invisible dans le vide. Il tremblait de manière incontrôlable, comme pris de convulsions, murmurant des mots incompréhensibles dans un souffle à peine audible. Marie-Claire s'approcha prudemment, son instinct maternel prenant le dessus sur sa peur. Elle avait vu ce regard avant, dans les yeux de son petit-fils quand il faisait des cauchemars après ses séances de chimiothérapie. « Monsieur Beaumont, que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'agenouillant près de lui, oubliant instantanément toutes les humiliations passées. Sa voix, habituellement timide et effacée, portait maintenant une autorité nouvelle, une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. L'homme leva lentement les yeux vers elle, et ce qu'elle y vit la bouleversa. Ce n'était plus le regard arrogant et méprisant qu'elle connaissait, mais celui d'un enfant terrorisé, perdu, désespérément en quête d'aide. Ses lèvres bougeaient frénétiquement, essayant de former des mots qui refusaient de sortir. « Je ne peux plus. » Réussit-il finalement à articuler d'une voix brisée. « Mon cœur, il s'arrête, et puis, les voix, elles me disent que c'est fini, que je vais mourir seule, comme un chien. » Marie-Claire sentit son propre cœur se serrer. Malgré tout ce que cet homme lui avait fait subir, elle ne pouvait pas rester indifférente à une détresse si profonde. Elle posa instinctivement sa main rugueuse sur le front brûlant de Henri, comme elle le faisait pour ses petits-enfants quand ils avaient de la fièvre. « Chut, chut !» murmura-t-elle avec une douceur qu'elle ne savait pas posséder. « Je suis là. Vous n'êtes pas seul. » Ces mots sortaient d'eux-mêmes, comme dictés par une sagesse ancestrale qu'elle portait sans le savoir. Henri s'accrocha à son bras avec la force du désespoir, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la peau de Marie-Claire sans qu'elle bronche. « Ne me laissez pas mourir, supplia-t-il, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues creusées. J'ai été si méchant, avec tout le monde, avec vous. Dieu me punit. Il me punit pour tout ce que j'ai fait. » L'air dans la pièce sembla soudain se charger d'une énergie différente. Marie-Claire sentit cette même présence qu'elle avait ressentie dans l'escalier, mais plus forte maintenant, plus tangible. C'était comme si quelqu'un d'invisible se tenait à côté d'elle, guidant ses gestes et ses paroles. « Monsieur Beaumont, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. » Quand il obéit, elle vit au fond de ses pupilles dilatées par la panique quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une blessure ancienne, une solitude abyssale, une peur si profonde qu'elle avait probablement façonné toute sa vie. Le téléphone portable de Henri vibrait inlassablement sur la table de nuit, affichant une série d'appels manqués. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent au drame qui se jouait dans ce Pantouse de luxe. En bas, dans les rues de Marseille, les premiers travailleurs se rendaient au bureau, les cafés ouvraient leurs terrasses, la vie suivait son cours normal. Mais ici, dans cette chambre aux rideaux tirés, deux âmes que tout opposait se retrouvaient face à l'essentiel, la fragilité humaine, la peur de la mort, le besoin désespéré de compassion. Marie-Claire, celle qu'on traitait d'inutile, se découvrait soudain investie d'une mission qu'elle ne comprenait pas encore. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insoutenable. Henri continuait de trembler, accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Sa respiration était saccadée, son pouls erratique. Marie-Claire ne savait pas exactement ce qui se passait médicalement, mais elle savait reconnaître quelqu'un qui se battait contre la mort. « Il faut appeler les secours », pensa-t-elle. Mais quelque chose l'en empêchait. Pas la peur des conséquences,
ni même l'hésitation. C'était plutôt la certitude profonde qu'elle était exactement là où elle devait être, à faire exactement ce qu'elle devait faire. Comme si ce moment avait été écrit depuis toujours, comme si toute sa vie l'avait menée vers cette chambre, vers cet homme brisé qui avait désespérément besoin d'elle. Le soleil de Marseille commençait à percer plus fortement à travers les rideaux, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansaient sur les murs. Quelque part dans l'immeuble, une télévision diffusait les informations matinales, une vie normale qui contrastait violemment avec l'intensité dramatique de ce qui se déroulait aux Pentouzes. Marie-Claire ferma les yeux un instant, cherchant au plus profond d'elle-même cette force qu'elle sentait grandir. Quand elle les rouvrit, son regard avait changé. Il y avait maintenant quelque chose de déterminé, presque farouche, dans ses yeux fatigués. Elle savait qu'elle était sur le point de vivre le moment le plus important de sa vie. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot de plus, Henri Beaumont poussa un nouveau cri, plus déchirant encore que le premier, et son corps se raidit complètement. Ses yeux se révulsèrent, une écume blanchâtre apparut au coin de ses lèvres, et Marie-Claire réalisa avec horreur qu'elle était peut-être en train d'assister aux derniers instants de cet homme qu'elle détestait, et qu'elle était la seule personne au monde capable de la femme des ménages qui sauva un millionnaire. Partie 1, l'introduction. Marseille. 6h47 du matin, le cri déchirant résonna dans tout l'immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Marseille, faisant trembler les vitres anciennes et réveillant brutalement tous les voisins. Ce n'était pas un cri de douleur ordinaire, mais quelque chose de plus profond, plus désespéré, le genre de hurlement qui glace le sang et fait comprendre instantanément que quelqu'un se trouve entre la vie et la mort. Marie-Claire Dubois lâcha son seau d'eau savonneuse qui se renversa sur le marbre froid du hall d'entrée, créant une flaque qui reflétait la lumière blafarde du petit matin. Ses mains calleuses, marquées par 43 années de labeur, tremblèrent violemment tandis qu'elle regardait vers l'escalier de service menant aux Pentouzes. Ce cri, elle le reconnaissait. C'était celui de M. Henri Beaumont, l'homme qui l'humiliait quotidiennement depuis cette longues années. L'odeur âcre de l'eau de Javel mélangée à celle des croissants frais de la boulangerie d'en face créait un contraste saisissant avec l'atmosphère soudain lugubre. Les rayons dorés du soleil méditerranéen, qui commençaient tout juste à percer à travers les rideaux de soie, semblaient maintenant menaçants, comme s'ils éclairaient une scène de crime. Marie-Claire n'était qu'une simple femme de ménage aux yeux de tous. Une invisibilité ambulante dans sa blouse bleue délavée, ses cheveux gris tirés en chignon strict, portant le poids de 2 emplois et l'éducation de ses 3 petits-enfants depuis que sa fille était partie chercher une vie meilleure à Paris. Les locataires de cet immeuble de luxe la regardaient à peine, certains détournaient même le regard quand elle passait la serpillière dans les couloirs. Mais ce matin-là, quelque chose en elle vibrait différemment. Une sensation étrange, presque électrique, parcourait son échine. C'était comme si une voix silencieuse lui murmurait qu'elle devait agir, qu'elle était la seule personne au monde capable de faire la différence à cet instant précis. Cette même sensation qu'elle avait ressentie enfant, quand sa grand-mère lui disait que Dieu utilisait toujours les plus petits pour accomplir les plus grandes choses. Le silence qui suivit le cri était pire que le cri lui-même. Un silence lourd, oppressant, qui semblait aspirer tout l'oxygène de l'immeuble. Les autres résidents commençaient à sortir de leurs appartements, chuchotant nerveusement dans le couloir, mais aucun n'osait monter au dernier étage. Henri Beaumont était connu pour sa fortune colossale autant que pour son caractère impossible. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant de Cannes à Saint-Tropez, il avait la réputation de détruire la carrière de quiconque osait le contrarier. Marie-Claire connaissait mieux que personne la cruauté de cet homme. Espèce d'incapable, lui avait-il craché au visage la veille, parce qu'elle avait osé déplacer un vase de cristal de baccarat pour le nettoyer correctement. Tu ne sers à rien. Absolument à rien. Si je ne te payais pas au noir, tu crèverais dans la rue comme le déchet humain que tu es. Ces mots avaient résonné dans sa tête toute la nuit, mélangés aux pleurs étouffés de sa petite fille Léa qui avait encore fait un cauchemar. Pourtant, malgré toute cette méchanceté, malgré les humiliations quotidiennes, quelque chose au plus profond d'elle-même lui disait qu'elle devait monter ses escaliers. Ses genoux arthritiques protestaient déjà, mais ses pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, comme guidés par une force invisible. L'escalier en colimaçon grimpait vers le Pentouse dans un silence de cathédrale. Chaque marche craquait sous son poids, créant une mélodie sinistre qui accompagnait les battements affolés de son cœur. L'air se raréfiait à mesure qu'elle montait, chargée d'une tension palpable. Les murs lambrissés semblaient se refermer sur elle, ornés de tableaux de maîtres qui la regardaient avec leurs yeux fixes et accusateurs. Au 3e étage, elle croisa Madame Rousseau, la propriétaire du 3B, qui descendait précipitamment en robe de chambre rose. « Marie-Claire, n'y allez pas, chuchota-t-elle avec urgence. Monsieur Beaumont est peut-être devenu fou. Il faut appeler la police. » Mais Marie-Claire continua sa montée, sourde aux avertissements. Quelque chose de plus fort qu'elle la poussait vers le sommet de cet immeuble. L'odeur changea progressivement à mesure qu'elle approchait du Pentouse.
L'arôme habituel du parfum hors de prix et du cuir italien était remplacé par quelque chose de plus inquiétant. Une odeur métallique, âcre, mélangée à celle de la peur. Une peur si intense qu'elle semblait suinter à travers les murs eux-mêmes. Arrivée devant la porte en acajou massif. Du Penthouse, Marie-Claire hésita pour la première fois. Sa main droite, marquée par les gerçures et les coupures d'une vie de labeur, resta suspendue à quelques centimètres de la poignée dorée. Derrière cette porte se trouvait l'homme qui l'avait brisée 1000 fois avec ses mots, qui l'avait fait pleurer en silence dans les toilettes de service plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Mais il y avait autre chose. Une présence. Elle la sentait, chaude et rassurante, comme un bras invisible posé sur ses épaules. C'était la même sensation qu'elle avait ressentie le jour où elle avait trouvé du travail après 6 mois de chômage, ou quand le médecin lui avait annoncé que son petit-fils Jules était guéri de sa leucémie. Cette certitude inexplicable que Dieu était là, qu'il avait un plan, même dans les moments les plus sombres. Un nouveau gémissement filtrait maintenant à travers la porte, plus faible cette fois, comme un animal blessé qui rend son dernier souffle. Marie-Claire tourna la poignée et poussa doucement la lourde porte qui s'ouvrit dans un grincement lugubre. L'appartement, habituellement impeccable, était plongé dans une semi-obscurité troublante. Les rideaux de velours bordeaux étaient tirés, ne laissant filtrer que de minces filets de lumière dorée qui dessinaient des rayures fantomatiques sur le parquet de chêne massif. L'air était épais, difficile à respirer, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur les bras de Marie-Claire. Elle avança lentement dans le salon, ses semelles en caoutchouc couinant discrètement sur le sol. Tous les meubles de luxe étaient à leur place, le canapé en cuir italien à 15 000 €, la table basse en cristal de Bohême, les œuvres d'art valant probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 10 vies. Mais quelque chose clochait. L'harmonie habituelle de cet espace était brisée, comme si une tornade invisible était passée par là. « Monsieur Beaumont », appela-t-elle d'une voix tremblante, à peine audible. Sa voix résonna étrangement dans l'appartement, se répercutant contre les murs comme un écho dans une caverne. Pas de réponse, seulement ce silence oppressant ponctué par le tic-tac obsédant de l'horloge suisse posée sur la cheminée en marbre de Carrare. Elle se dirigea vers la chambre principale, guidée par une intuition qui dépassait sa compréhension. Chaque pas semblait résonner comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant échapper une lumière blanchâtre et artificielle qui contrastait violemment avec l'obscurité du salon. En poussant délicatement la porte, Marie-Claire découvrit une scène qui la figea sur place. Henri Beaumont, cet homme de 68 ans qui dominait habituellement chaque pièce par sa seule présence, était recroquevillé par terre près de son lit king size, en position fétale. Son pyjama de soie bleu marine était trempé de sueur, ses cheveux argentés habituellement parfaitement coiffés étaient collés à son crâne. Mais le plus troublant, c'était son visage, déformé par une terreur absolue, les yeux exorbités fixant un point invisible dans le vide. Il tremblait de manière incontrôlable, comme pris de convulsions, murmurant des mots incompréhensibles dans un souffle à peine audible. Marie-Claire s'approcha prudemment, son instinct maternel prenant le dessus sur sa peur. Elle avait vu ce regard avant, dans les yeux de son petit-fils quand il faisait des cauchemars après ses séances de chimiothérapie. « Monsieur Beaumont, que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'agenouillant près de lui, oubliant instantanément toutes les humiliations passées. Sa voix, habituellement timide et effacée, portait maintenant une autorité nouvelle, une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. L'homme leva lentement les yeux vers elle, et ce qu'elle y vit la bouleversa. Ce n'était plus le regard arrogant et méprisant qu'elle connaissait, mais celui d'un enfant terrorisé, perdu, désespérément en quête d'aide. Ses lèvres bougeaient frénétiquement, essayant de former des mots qui refusaient de sortir. « Je ne peux plus. » Réussit-il finalement à articuler d'une voix brisée. « Mon cœur, il s'arrête, et puis, les voix, elles me disent que c'est fini, que je vais mourir seule, comme un chien. » Marie-Claire sentit son propre cœur se serrer. Malgré tout ce que cet homme lui avait fait subir, elle ne pouvait pas rester indifférente à une détresse si profonde. Elle posa instinctivement sa main rugueuse sur le front brûlant de Henri, comme elle le faisait pour ses petits-enfants quand ils avaient de la fièvre. « Chut, chut !» murmura-t-elle avec une douceur qu'elle ne savait pas posséder. « Je suis là. Vous n'êtes pas seul. » Ces mots sortaient d'eux-mêmes, comme dictés par une sagesse ancestrale qu'elle portait sans le savoir. Henri s'accrocha à son bras avec la force du désespoir, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la peau de Marie-Claire sans qu'elle bronche. « Ne me laissez pas mourir, supplia-t-il, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues creusées. J'ai été si méchant, avec tout le monde, avec vous. Dieu me punit. Il me punit pour tout ce que j'ai fait. » L'air dans la pièce sembla soudain se charger d'une énergie différente. Marie-Claire sentit cette même présence qu'elle avait ressentie dans l'escalier, mais plus forte maintenant, plus tangible. C'était comme si quelqu'un d'invisible se tenait à côté d'elle, guidant ses gestes et ses paroles.
Monsieur Beaumont, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Quand il obéit, elle vit au fond de ses pupilles dilatées par la panique quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une blessure ancienne, une solitude abyssale, une peur si profonde qu'elle avait probablement façonné toute sa vie. Le téléphone portable de Henri vibrait inlassablement sur la table de nuit, affichant une série d'appels manqués. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent au drame qui se jouait dans ce Penthouse de luxe. En bas, dans les rues de Marseille, les premiers travailleurs se rendaient au bureau, les cafés ouvraient leurs terrasses, la vie suivait son cours normal. Mais ici, dans cette chambre aux rideaux tirés, deux âmes que tout opposait se retrouvaient face à l'essentiel. La fragilité humaine, la peur de la mort, le besoin désespéré de compassion. Marie-Claire, celle qu'on traitait d'inutile, se découvrait soudain investie d'une mission qu'elle ne comprenait pas encore. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insoutenable. Henri continuait de trembler, accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Sa respiration était saccadée, son pouls erratique. Marie-Claire ne savait pas exactement ce qui se passait médicalement, mais elle savait reconnaître quelqu'un qui se battait contre la mort. Il faut appeler les secours, pensa-t-elle. Mais quelque chose l'en empêchait. Pas la peur des conséquences, ni même l'hésitation. C'était plutôt la certitude profonde qu'elle était exactement là où elle devait être, à faire exactement ce qu'elle devait faire. Comme si ce moment avait été écrit depuis toujours, comme si toute sa vie l'avait menée vers cette chambre, vers cet homme brisé qui avait désespérément besoin d'elle. Le soleil de Marseille commençait à percer plus fortement à travers les rideaux, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansaient sur les murs. Quelque part dans l'immeuble, une télévision diffusait les informations matinales, une vie normale qui contrastait violemment avec l'intensité dramatique de ce qui se déroulait au Penthouse. Marie-Claire ferma les yeux un instant, cherchant au plus profond d'elle-même cette force qu'elle sentait grandir. Quand elle les rouvrit, son regard avait changé. Il y avait maintenant quelque chose de déterminé, presque farouche, dans ses yeux fatigués. Elle savait qu'elle était sur le point de vivre le moment le plus important de sa vie. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot de plus, Henri Beaumont poussa un nouveau cri, plus déchirant encore que le premier, et son corps se raidit complètement. Ses yeux se révulsèrent, une écume blanchâtre apparut au coin de ses lèvres, et Marie-Claire réalisa avec horreur qu'elle était peut-être en train d'assister aux derniers instants de cet homme qu'elle détestait, et qu'elle était la seule personne au monde capable de. Partie 2. Le développement sans réfléchir. Marie-Claire plaça ses mains sur la poitrine de Henri et commença à appuyer rythmiquement, comme elle l'avait vu faire dans les séries télévisées que regardait sa petite fille. Mais quelque chose d'étrange se produisit au moment où ses paumes touchèrent le torse de l'homme mourant. Une chaleur intense traversa ses bras, remonta le long de ses épaules et envahit tout son corps. Ce n'était pas une chaleur physique, mais quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, comme si une énergie invisible circulait à travers elle. Henri cessa brusquement de convulser. Ses yeux, encore révulsés, clignèrent plusieurs fois avant de se poser sur le visage de Marie-Claire avec une intensité troublante. « Qui êtes-vous » murmura-t-il d'une voix rauque, comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. « Vos mains, elles sont si chaudes, et cette lumière, d'où vient cette lumière dorée qui vous entoure » Marie-Claire regarda autour d'elle, perplexe. Elle ne voyait aucune lumière particulière, seulement les rayons matinaux qui filtraient faiblement à travers les rideaux. « Monsieur Beaumont, il faut vous calmer. Je vais appeler une ambulance. » Mais quand elle voulut retirer ses mains, Henri s'y accrocha avec une force surprenante. « Non, ne me lâchez pas. » Sa voix portait une panique différente maintenant, comme s'il avait peur de perdre quelque chose d'essentiel. « Depuis que vous me touchez, les voix ont cessé. Ces voix terribles qui me torturent depuis des mois, elles se taisent enfin. » Ses yeux, habituellement si froids et calculateurs, brillaient maintenant d'une lueur étrange, presque enfantine. « Comment faites-vous cela? Êtes-vous un ange ?» L'absurdité de la situation frappa Marie-Claire comme une gifle. Cet homme qui l'avait traité de déchet humain la veille la prenait maintenant pour un être céleste. « Je ne suis qu'une femme de ménage, monsieur. Marie-Claire Dubois, vous vous souvenez? Celle que vous humiliez tous les jours. » Mais même en prononçant ces mots, elle sentait que quelque chose avait changé en elle, une force nouvelle qu'elle ne s'expliquait pas. Henri la regardait avec une fascination grandissante. « Marie-Claire » répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait son nom pour la première fois. « Pourquoi êtes-vous montée? Après tout ce que je vous ai fait subir, pourquoi n'êtes-vous pas restée en bas comme les autres ?» Sa question portait une sincérité déchirante qui contrastait violemment avec l'arrogance habituelle de sa voix. La réponse vint naturellement aux lèvres de Marie-Claire, sans qu'elle ait besoin d'y réfléchir. « Parce que personne ne devrait mourir seul, même pas vous. » Ces mots résonnèrent dans la chambre avec une vérité si pure qu'ils semblèrent suspendre le temps lui-même. Henri ferma les yeux, et une larme solitaire roula sur sa joue creusée. Soudain, un bruit de pas précipité résonna dans l'escalier.
Des voix s'élevaient, inquiètes, de plus en plus proches. Marie-Claire reconnut la voix stridente de Madame Rousseau. J'ai appelé la police. Cette femme de ménage est peut-être en train de le tuer. D'autres voix se joignirent au chœur, spéculant sur ce qui se passait aux Pentouses. Ils vont venir, murmura Henri, une nouvelle angoisse perçant dans sa voix. Ils vont m'emmener, me piquer avec leurs aiguilles, me bourrer de médicaments qui m'embrument l'esprit. Et les voix reviendront, elles reviennent toujours quand je suis seul. Il serra plus fort les mains de Marie-Claire. Promettez-moi que vous ne me laisserez pas seul. Promettez-moi. Marie-Claire hésita. Elle entendait maintenant distinctement les sirènes au loin, se rapprochant inexorablement de l'immeuble. Dans quelques minutes, les secours feraient irruption dans cette chambre, et elle redeviendrait invisible, une simple domestique qu'on écarterait pour laisser place aux professionnels. Je ne peux pas vous promettre cela, monsieur Beaumont. Je ne suis personne. Non, protesta-t-il avec une véhémence surprenante. Vous ne comprenez pas. Depuis que ma femme est morte il y a 3 ans, depuis que mes enfants ne me parlent plus, je suis hanté. Des voix me murmurent des choses terribles, des reproches, des accusations. Elles me rappellent toutes les personnes que j'ai blessées, toutes les vies que j'ai détruites pour bâtir mon empire. Sa respiration se fit plus saccadée. Mais vous, quand vous me touchez, c'est comme si elle n'osait plus s'approcher. Marie-Claire sentit un frisson parcourir son échine. Quelles accusations, monsieur Beaumont? De quoi vous accusent ces voix? Elle ne savait pas pourquoi elle posait cette question, mais quelque chose en elle avait besoin de savoir. Le regard de Henri se voila, comme s'il plongeait dans des souvenirs douloureux. L'hôtel de Cannes, celui qui m'a rendu vraiment riche, je l'ai construit sur un terrain qui appartenait à une famille entière. Il refusait de vendre. Alors j'ai fait pression. Le père a perdu son travail, puis sa maison. Le fils aîné s'est suicidé. La mère est devenue folle de chagrin. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les sirènes étaient maintenant toutes proches. Marie-Claire entendait des portières claquer dans la rue, des ordres criés par des voix autoritaires. « Pourquoi me racontez-vous cela » demanda-t-elle, troublée par ces révélations. « Parce que je vais mourir » répondit Henri avec une certitude glaçante. « Mon cœur lâche depuis des mois. Les médecins disent que c'est le stress, mais moi je sais que c'est autre chose. C'est le poids de toutes mes fautes qui m'écrase. Et aujourd'hui, les voix m'ont dit que c'était fini, que j'allais rejoindre tous ceux que j'ai fait souffrir. » Il la regarda avec une intensité désespérée. « Mais vous, Marie-Claire, vous êtes différente. Quand vous priez pour vos petits-enfants le matin en arrivant au travail, je vous entends parfois depuis mon bureau. Votre voix, elle a quelque chose que je n'ai jamais eu. » Marie-Claire sursauta. Elle ne savait pas qu'il l'entendait prier dans le hall d'entrée. « Vous m'espionniez. »« Non, j'enviais, avoua-t-il péniblement. Cette paix que vous semblez porter en vous malgré vos difficultés. Cette foi qui vous fait continuer même quand tout semble perdu. J'aurais donné ma fortune entière pour ressentir ne serait-ce qu'une parcelle de cette sérénité. » Les pas dans l'escalier se faisaient plus pressants. Des voix d'hommes, probablement les pompiers et les policiers. Marie-Claire savait que dans quelques instants, cette intimité étrange et inattendue serait brisée. « Monsieur Beaumont, si vous savez que vous allez mourir, pourquoi ne demandez-vous pas pardon? Pourquoi ne réparez-vous pas ce que vous pouvez encore réparer ?» Henri la regarda comme si elle venait de prononcer des mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. « Pardon. Comment peut-on demander pardon pour tant de mal? Comment peut-on réparer des vies détruites, des familles brisées ?» Sa voix se brisa. « Il est trop tard, Marie-Claire. Beaucoup trop tard. »« Il n'est jamais trop tard tant qu'on respire encore, » répliqua-t-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. Ces mots venaient de quelque part au plus profond d'elle, d'une sagesse qu'elle ne savait pas posséder. Ma grand-mère disait toujours que Dieu peut transformer même le cœur le plus dur, même au dernier moment. Un bruit de serrure forcée retentit depuis le salon. « Police. Ouvrez. » La cavalerie était arrivée. Henri paniqua instantanément, son corps se remettant à trembler violemment. « Ils vont me séparer de vous. Et quand ils le feront, les voix reviendront. Elles reviendront et cette fois, elles m'emporteront. » Marie-Claire entendit les lourdes bottes des secours qui traversaient l'appartement, se dirigeant vers la chambre. Il lui restait peut-être 30 secondes avant que tout bascule. Dans un élan inexplicable, elle serra les mains de Henri dans les siennes et murmura. « Écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment que les voix se taisent pour toujours, il n'y a qu'un seul moyen. Vous devez. » Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, la porte de la chambre explosa littéralement. 3 pompiers en tenue, suivis de 2 policiers et d'un médecin urgentiste, firent irruption dans la pièce. « Madame, écartez-vous immédiatement » ordonna le médecin d'une voix autoritaire. « Nous prenons le relais. » Henri poussa un cri de terreur absolue quand les mains de Marie-Claire furent brutalement séparées des siennes. « Non, ne la laissez pas partir. Elle seule peut m'aider.
Les voix, elles reviennent déjà, elles reviennent. Il se débattait comme un possédé tandis que les secours tentaient de l'immobiliser pour l'examiner. Un des policiers attrapa fermement le bras de Marie-Claire. « Madame, nous devons vous poser quelques questions. Que s'est-il passé exactement ici? Qu'avez-vous fait à Monsieur Beaumont ?» Le ton était suspicieux, presque accusateur. Marie-Claire regarda une dernière fois Henri, maintenu de force sur son lit par 3 hommes costauds, les yeux révulsés de terreur, hurlant des mots incohérents sur des voix que lui seul entendait. Dans son regard affolé, elle lut une supplication désespérée. Elle seule connaissait maintenant son secret, elle seule pouvait comprendre son tourment. Mais surtout, elle seule détenait la clé de sa délivrance. Et cette clé, elle n'avait pas eu le temps de la lui donner. « Madame, » insista le policier. « Répondez-nous. Êtes-vous sa complice? L'avez-vous droguée? Chantage? Extorsion ?» Marie-Claire ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, quelque chose d'implacable brillait dans son regard fatigué. « Messieurs, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus, si vous voulez vraiment sauver cet homme, vous allez devoir m'écouter très attentivement. Car ce qui lui arrive n'est pas médical. Et ce dont il a besoin ne se trouve dans aucune pharmacie. Célestine fixe les clés comme si elles étaient radioactives. Une Mercedes classe S 5 cents. Elle ne connaît même pas le prix d'une telle voiture, mais elle sait que c'est plus que ce qu'elle gagnera dans toute sa vie. Ses jambes vacillent, elle s'appuie contre le mur pour ne pas s'effondrer. Madame Leclerc, elle, est devenue livide. Ses lèvres pincées forment une ligne droite de pure rage. « C'est impossible, » souffle Célestine. « Il y a une erreur. Je ne peux pas accepter ça. Je ne le mérite pas. » Maître Dubois sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Mademoiselle, permettez-moi de vous lire exactement ce qu'Antoine Rousseau a écrit dans son testament. » Il sort un document officiel et lit d'une voix grave. « À cette femme courageuse que je vois chaque matin affronter l'adversité avec une dignité qui me rappelle ma grand-mère. Elle ne connaîtra jamais mon nom, mais elle porte en elle la noblesse que beaucoup de fortunés ont perdue. Que cette voiture raccourcisse ses trajets et allonge ses espoirs. » Les larmes dévalent maintenant librement sur les joues de Célestine. Elle pense à sa fille Aminata, aux milliers de kilomètres qu'elle ne pourra plus jamais faire à pied, au matin où elle pourra se lever à 6h30 au lieu de 4h30. Mais surtout, elle pense à cet homme qu'elle n'a jamais rencontré et qui a vu en elle quelque chose qu'elle-même ne savait pas posséder, de la noblesse. « Attendez une minute. » La voix stridente de Madame Leclerc déchire l'émotion ambiante. « Cette femme travaille chez moi. Si elle a maintenant une voiture de luxe, elle va forcément s'imaginer qu'elle peut négocier son salaire, faire des caprices. Je refuse qu'elle continue à travailler ici. » Maître Dubois se tourne vers elle avec un regard glacial. « Madame Leclerc, vous venez de révéler exactement pourquoi Monsieur Rousseau a pris cette décision. Mademoiselle Quadio, il y a autre chose. » Il sort une enveloppe scellée de sa serviette. « Antoine Rousseau vous a également laissé une lettre personnelle. Et un chèque. » Célestine ouvre l'enveloppe d'une main tremblante. L'écriture est soignée, celle d'un homme éduqué. « Chère Célestine, si vous lisez ces mots, c'est que j'ai réussi à vous retrouver avant de mourir. Chaque matin, en vous voyant passer devant ma fenêtre, vous me donniez une leçon d'humanité. Vous marchiez la tête haute malgré vos chaussures trouées, vous souriez malgré la fatigue, vous continuiez malgré l'injustice. Le chèque ci-joint représente 50 000 €. C'est pour votre fille Aminata. Pour qu'elle puisse vous rejoindre, étudier, avoir le choix que vous n'avez jamais eu. Merci de m'avoir appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros. Antoine. 50 000 €. Célestine s'effondre sur une chaise, le souffle coupé. C'est plus d'argent qu'elle n'en a jamais vu, plus que ses rêves les plus fous. Aminata pourra venir en France, aller à l'université, devenir tout ce qu'elle voudra. L'impossible devient réalité sous ses yeux ébahis. Mais soudain, Madame Leclerc explose. C'est scandaleux. Moi qui paie mes impôts, qui respecte la loi, et cette clandestine reçoit une fortune. Je vais porter plainte. Ce testament est forcément falsifié. Elle se rue vers son téléphone, composant déjà un numéro. Allô, Maître Bertrand. J'ai besoin de vous, c'est urgent. Maître Dubois reste parfaitement calme. Madame, tous les documents sont authentiques et légaux. Mademoiselle Quadio n'est pas clandestine, elle possède un titre de séjour valide. Et surtout, il marque une pause théâtrale. Antoine Rousseau était votre oncle. Le téléphone s'écrase au sol. Madame Leclerc devient blanche comme un linge. Mon oncle. Antoine Rousseau. Mais c'est impossible. Il est mort il y a 20 ans. Non, madame. Il a simulé sa mort pour échapper à votre famille. Il en avait assez de vos manipulations, de votre cupidité, de la façon dont vous traitiez les employés de ces entreprises. Il a tout recommencé à zéro à Marseille sous une nouvelle identité. Quand il a appris que vous exploitiez Mademoiselle Quadio en la payant en liquide pour éviter les charges sociales,
il a décidé de réparer cette injustice à sa manière. Le plot twist frappe comme un coup de tonnerre. Célestine réalise soudain l'ironie tragique de la situation. L'homme qui vient de changer sa vie était l'oncle de celle qui l'exploitait. Antoine Rousseau a choisi de donner sa fortune à une inconnue plutôt qu'à sa propre famille, parce qu'il avait reconnu en elle les valeurs que les siens avaient perdues. Madame Leclerc s'effondre dans son canapé de cuir blanc, décomposé. Toute cette fortune familiale qui lui échappait, donnée à sa femme de ménage. L'humiliation suprême, l'ironie du destin poussée à son paroxysme. Célestine se lève lentement, retire sa blouse de travail, et la pose délicatement sur la table basse. Madame Leclerc, je démissionne. Et je vous souhaite de trouver un jour ce que votre oncle avait vu en moi. 6 mois plus tard, Célestine conduit sa Mercedes Classe S sur l'autoroute A7 qui mène à l'aéroport de Lyon. À ses côtés, Aminata, 16 ans, découvre la France par la fenêtre avec des yeux émerveillés. Dans le rétroviseur, Célestine aperçoit Vénitieux qui s'éloigne définitivement. Elle n'aura plus jamais à marcher 2h30 dans le froid. Elle n'aura plus jamais à subir l'humiliation silencieuse. Elle n'aura plus jamais à choisir entre se nourrir et envoyer de l'argent à sa fille. Grâce à un inconnu qui avait le cœur d'un ange et qui a prouvé qu'il suffit. Parfois d'une seule personne pour changer un destin. Antoine Rousseau n'avait pas seulement donné une voiture à Célestine. Il lui avait rendu sa dignité, son espoir, et surtout, il avait rendu possible l'impossible. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire incroyable vous a-t-elle touché? Pensez-vous que les miracles existent vraiment ou que tout est une question de karma? Abonnez-vous à la chaîne si cette histoire vous a ému et que vous voulez découvrir d'autres récits extraordinaires comme celui-ci. Dites-nous en commentaire de quelle ville de France vous regardez cette vidéo. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. On veut connaître notre communauté. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, car tout le monde mérite de croire encore au